ma vie est terne. Ma vie est terne parce que même dans mon métier, j'ai pas trouvé ce que j'ai envie de faire, mais je fais les choix parce que j'ai peur et que je me dis avec ça, je prends moins de risques. Mais je crois que j'étais terrifiée d'être seule et que du coup, je préférais être dans un truc un peu merdique. Mais au moins, j'étais pas seule plutôt que d'être seule, quoi. Au moins lui, même un peu, quoi. Et un jour, t'es dans ton cabinet d'esthétique et il y a quelqu'un qui te dit « Marie, je crois qu'il y a un endroit où il faudrait que t'ailles. » Et là, du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment une montée d'émotions, de larmes. Je pars en sanglots, quoi. Enfin, de façon discrète, parce qu'il fallait pas trop qu'on me juge et qu'on me voie et qu'on m'entende, mais je pleure, quoi. Et fin d'année 2015, je ferme la boutique, je divorce et je me casse. Quand on te propose le cours de yoga, ah ouais non mais j'ai pas les moyens de faire ça. Et puis finalement quand tu racontes tout ça, en fait tu te rends compte que t'as plus que les moyens parce que tu vas au-delà. Mais comment tu fais pour avoir ces moyens au final? Et là lui je crois qu'il est plus clairvoyant que moi à ce moment-là. Il me dit mais par contre Marie tu fais ça mais du coup c'est quoi le projet ensuite? Enfin tu veux en faire ton métier ou... Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots, je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Salut Marie. Salut Alice. T'étais pas prête? Non. M'attendais pas à ça. Ok, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, Marie. Il n'y a que toi et moi et des micros. Comment tu te sens aujourd'hui avec ces autres regards sur nous et ce micro devant toi? Écoute, je me sens plutôt bien. Ouais. Et toi? Comment je me sens moi? C'est toujours pareil, quand je dois commencer un podcast, je suis toujours un peu en mode « Oh là là, mais quand je vais faire ça ?» Et puis après, une fois que t'es dedans, c'est bon, c'est lancé, tu vois, mais donc, du coup, je me sens avec ça, là. Et à la fois, en fait, je suis juste connecté avec le plaisir d'avoir une autre professionnelle à nouveau à mon micro. Et je te l'ai déjà dit quand on s'est recapté il y a pas longtemps là, mais j'aime ta personnalité. Genre, je sens quelqu'un de très ancré, de très yang, mais dans quelqu'un de très féminin. Et je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui parle de ton yoga, il y a un truc qui parle de toi dans tout ça. Et j'ai très envie, avec ce podcast, de mettre en lumière ce yang qui trouve son yin, tu vois, ce masculin ancré qui trouve sa détente, sa dépose et tous les messages qui vont avec. Donc, je suis très content. Tant mieux, allons-y. Carrément. Je te pose une petite question. Si tu devais te définir en quelques mots, toi, tu dirais quoi à ton sujet? Waouh. Ouais. En quelques mots, à mon sujet. Eh bien, je dirais que, comme à peu près tout le monde, on est multiples. On a tendance à se définir par notre métier souvent. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais je crois que c'est vraiment pas suffisant. Jusqu'à maintenant, je me définissais souvent comme prof de yoga. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que prof de yoga, ça prenait, je pense, 20% de mon temps, puisque je suis entrepreneur avant tout, dans mon activité pro. Mais à côté de ça, je suis une chérie, une fille, une belle-mère, une sœur, une cousine. Donc, je suis un être humain qui évolue et qui apprend. Trop cool. Marie, j'ai envie de rentrer dans ton histoire avant de rentrer dans pourquoi yoga, qu'est-ce que c'est venu changer dans ta vie, ou en tout cas, ton histoire va introduire tout ça. On a discuté auparavant, on a visité quelques éléments de ton histoire, et j'ai très envie d'aller à la rencontre de cet ado que tu étais. Et du coup, j'ai envie de te demander, ça se passait comment pour toi? On va commencer dans le lycée. Enfin, comment tu te sentais? Quel genre de jeune tu étais? Alors, il y a l'ado, mais même avant, de façon générale, j'étais assez, voire très, très timide, très introvertie, et j'aimais pas ça. J'assumais pas trop ce côté-là de moi, donc j'avais envie d'être la fille extravertie qui amuse la galerie, sauf que c'était pas du tout moi. J'étais très sensible au regard des autres, très perfectionniste. Pas très bien dans ma peau, quoi.
C'est assez amusant quand même de regarder ça parce que tu dis pas très extraverti, plutôt timide, etc. Et quand on sait que maintenant tu mets des cours en yoga, que tu te filmes régulièrement, Ouais. et que t'es prête. Pour ça, je disais un être humain qui évolue. Ouais, c'est ça. Je trouve ça incroyable. J'ai très envie de montrer l'évolution que ça représente. Du coup, tu disais que tu te sentais pas très bien dans ta peau. À quel endroit est-ce que tu te rendais compte du fait que c'était pas très confortable pour toi? Surtout quand il y avait des gens autour de moi. Donc, Ouais. du coup, dans plein d'endroits. Ouais. À l'école, globalement à l'école quand même. Ouais, j'ai l'impression que j'étais un peu en dehors de mes pompes, quoi. Je vivais un peu par procuration. Je sais pas comment dire. C'était. Ouais. À quel endroit? Je pense à peu près à tous les endroits quand même. Mais ouais, Putain, je sais pas répondre à cette question. Ouais, je me doute, elle est pas simple. Je vais t'aider un peu là-dedans. Genre, t'es au collège, lycée. Comment est-ce que tu fais tes choix pour te dire je vais aller faire ces études-là ou je vais aller faire ces autres études? J'ai jamais su en fait ce que je voulais faire. Donc, du coup, j'ai fait un peu des choix par défaut. J'ai choisi un bac uniquement parce qu'il y avait pas une matière que j'aimais pas. Mais par contre, toutes les matières qu'il y avait, je les aimais pas quand même. Mais je les aimais un peu mieux que celles que je détestais. Donc, j'ai choisi un bac comme ça. À la fin du bac, quand j'ai eu mon bac et à la fin du lycée, quand il a fallu faire un choix d'études supérieures, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'aimais beaucoup ma prof d'espagnol qui m'avait sensibilisée et passionnée à toute la civilisation d'Amérique du Sud. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais partir là-dedans, c'est super intéressant. Donc, encore une fois, je n'avais pas de vocation ou d'envie spéciale, mais je me suis dit, bon, j'aime bien ça, allez, je vais faire comme elle. Bon, clairement, c'était pas ça. J'ai fait une fac d'espagnol par défaut, encore une fois. Ça m'a pas plu du tout. J'ai arrêté en cours d'année, de première année. Et puis après, la suite a fait que je me suis quand même un peu rapprochée de mes affinités, qui étaient la danse, le mouvement. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver un truc qui ressemble à la danse. Et donc, je suis partie en fac de sport pour être prof de fitness, coach sportif. Bon, c'était toujours pas ça. Mais j'ai fait 2 ans de fac qui étaient assez difficiles. Et donc, je suis partie loin là dans ta question. Mais en gros, pour répondre à ta question, c'était par défaut. Ok. Je me sens très concerné par ce truc-là. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on mette un petit focus là-dessus. C'est que j'ai fait partie de ces jeunes qu'on n'a pas trop sensibilisé à qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On m'a juste dit démerde-toi avec ça, sauf qu'en fait, à part les cours, il se passait pas grand-chose. J'ai pas beaucoup d'expérience ou quoi que ce soit. Et donc, quand tu dis que tu as fait des choix par défaut, j'ai la sensation d'avoir fait ça aussi, de m'être un peu égaré. Et du coup, j'ai vraiment très envie de me poser des questions sur qu'est-ce qui a été le moteur pour toi. Donc, tu dis, il y a quelqu'un qui t'a vaguement inspiré, une prof d'espagnol, et du coup, tu te dis que tu vas aller là-dedans. Et donc, du coup, tu fais ce choix plus en te disant ouais, peut-être qu'il y a quelque chose là-bas, mais sans être trop sûr. Au final, tu vas faire les études et comment ça se passe pour toi alors? À quel moment est-ce que tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche? Dès le début, en fait, la fac, je comprends pas trop le fonctionnement, je comprends rien dans les cours parce qu'il y a énormément de personnes qui sont là, ils sont déjà bilingues et qui ont un niveau d'espagnol de fou. Moi, je me suis dit, j'avais un bon niveau au lycée, mais normal, d'une personne normale qui n'est pas bilingue, qui a appris à l'école, quoi. Et du coup, je me sentais larguée. Les cours étaient il y a des cours de linguistique qui étaient en espagnol, je comprenais rien du tout. C'était vraiment dur. Et pour la première fois de ma vie, en fait, j'étais un peu mise à l'échec parce que j'avais jamais échoué dans rien. Et là, j'étais nulle, quoi. Vraiment, j'étais nulle. Mais en plus, j'aimais pas ça. Du coup, je bossais quand même comme une folle. C'est-à-dire, je bossais comme une folle. Je passais beaucoup de temps à la fac à bosser, à essayer mais ça m'intéressait pas, en fait. Donc, du coup, c'était creux, quoi. Et il y a eu miracle à cette année-là, blocage des facs, gros mouvement de grève. C'était l'époque du CPE. Et donc, fac bloquée pendant 2 mois. J'étais dans une fac de gauche qui se bouge pour faire bouger les choses. Et du coup, la fac était bloquée, barricadée. Donc, j'ai pas pu aller en cours pendant 2 mois, je crois. Et j'ai décroché, du coup. J'y suis jamais retournée. Et ça a été, je crois, la meilleure chose qui a pu m'arriver cette année-là. Ah ouais, parce que si j'entends bien, ça se passait comment tes cours, même si t'aimais pas ça? Ah, j'étais larguée.
Ouais. Je me rappelle les cours en amphi, on était 3 heures dans un amphi où la prof parlait que en espagnol. Du coup, je prenais des notes de tout ce que je pouvais, de ce qu'elle disait, mais je comprenais rien. Du coup, après, j'essayais de déjà déchiffrer ce que j'avais écrit et de traduire pour comprendre. Enfin, c'était ça. J'avais l'impression de passer ma vie à courir après un truc que je reprenais pas. Waouh. Et les résultats, c'était comment à ce moment-là? Bah, du coup, j'ai pas eu trop d'examens, mais le peu que j'ai eu, c'était pas foufou, quoi. Ok. Et c'était vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Parce que... Petite fille très scolaire et très perfectionniste qui avait toujours les meilleures notes. Bah là, c'était pas ça, quoi. Ouais. Je crois que j'ai envie de mettre un petit focus là-dessus, de ce truc de... T'as pas appris à aimer à faire les choses, mais par contre, t'as toujours eu ce truc de faire bien les choses, même si tu les aimais pas, quoi. Ok. Donc du coup, derrière... il faut se poser des questions. Donc du coup, tu dis, je ferais bien autre chose. Tu te dis, j'aime bien bouger. Peut-être que je ferais bien un truc autour de la danse. Du coup, tu dis que coach sportif, il y aura des trucs. Je crois que ça parle de Zumba. Non, pas Zumba, mais en tout cas, je me souviens, j'étais vraiment larguée. J'avais 18, 19 ans, quoi. Et donc, je décroche la fac et je me dis, bon, bah, maintenant, j'ai quelques mois pour trouver ce que je veux faire ensuite. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'étais à Lyon, donc j'ai trouvé un petit boulot en attendant pour l'été, histoire de faire un peu de sous et puis de m'occuper. J'ai bossé à McDo. Et là, vraiment, ouais, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, quoi? Il faut que je trouve un truc. Mais vraiment largué, quoi. Donc, je cherche sur Internet toutes les formations qui existent dans... Ouais, je voulais me rapprocher de la danse, j'aimais la danse. Mais quand je te le dis, j'étais nulle, quoi. Enfin, j'étais pas du tout au niveau de faire une école de danse ou quoi que ce soit. Puis c'était déjà trop tard. Enfin. Et donc je me dis, ouais, je sais pas, dans le sport, quoi. Et c'est pas Zumba, mais c'est juste me dire l'idée de pouvoir créer quelque chose qui bouge sur de la musique, tu vois. Peut-être que ça va me plaire, ça va ressembler à la danse. Voilà. Après, j'ai fait coach sportif, donc c'était aussi l'aspect muscu, éducateur sportif, tu vois, et prof de fitness. Et du coup, la Zumba, je sais même pas si ça existait à cette époque-là. Ouais. Je pense pas. Ok, je me faisais cette idée-là, genre sport, mouvement, Zumba. Ouais, un peu le genre, hein, mais. Ouais. Et du coup, si tu te dis que tu vas partir vers le sport, c'est quoi ton rapport au sport à ce moment-là? Comment, avant que tu ailles à la fac, comment le sport occupe tes journées, toi? Enfin, tes journées, tes semaines? Alors, il y a eu toute la période primaire-collège où j'ai fait beaucoup de gym et de danse. Et collège, c'était surtout la S, donc les cours entre midi et 2. Enfin, je sais pas si ça se passait comme ça. Je pense que dans tous les collèges, ça se passait à peu près comme ça. Et j'adorais ça. Au lycée, ça n'existe plus. Donc, j'ai pris des cours de danse dans une école de danse tous les vendredis soirs. Mais il n'y avait pas vraiment de sport. J'étais bonne en sport au collège, de façon générale, tu vois, en EPS. J'aimais bien. Au lycée, un peu moins. Je n'aimais pas trop. Et après, à la fac, quand j'ai commencé la fac d'espagnol, j'avais pris l'option danse. Donc, j'allais prendre des cours de danse de la fac. La prof était complètement folle. Vraiment folle. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais elle nous torturait, quoi. Ah oui? Ouais. Elle nous mettait en grand écart, elle montait sur notre dos. Enfin, c'était horrible. Waouh! Et elle nous faisait faire des abdos, mais de l'enfer. C'était intense. Mais j'avais plus vraiment de lien avec le sport. Mais en tout cas, c'était... Ouais. Je sais pas. Je sais pas où tu veux m'emmener. Je m'en rappelle plus. Je me dis quand même qu'aller faire une fac de sport, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre du j'aime le sport en général. Et du coup, ce que je me demande, ou en tout cas ce que j'ai envie de montrer, c'est comment tu te sens dans le sport, à quoi ça te sert. Donc du coup, tu dis que tu as fait de la gym pendant très longtemps, que tu as fait d'autres sports, que tu te sens plutôt bien là-dedans. Mais je sais que... on va poser la question un peu brute comme ça. C'était quoi ton rapport à toi, alors ton rapport à ton corps à l'époque? Oui, voilà. Oui, mais ça me revenait. C'était bon rapport à mon corps. Clairement, j'étais pas bien dans mon corps. J'aimais pas mon corps. Il était pas parfait, comme il le sera jamais en fait, comme aucun corps. Mais à l'époque, je pensais que c'était possible d'avoir un corps parfait, et je voulais un corps parfait. Et du coup, le sport, c'était surtout, début de l'âge adulte, hein, parce qu'au collège, c'était pas ça, mais au lycée, c'était pas ça non plus. Mais début, après le lycée, quoi. Fin lycée et puis début de la fac. Ouais, c'était plutôt un rapport
sport pour être parfaite, quoi, pour avoir un corps parfait. Et il n'y avait pas vraiment la notion de plaisir ou de. Je pense qu'il y avait une part de défouloir, mais j'y allais pas j'y allais pour travailler le corps, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, c'était quoi à l'époque, selon toi, un corps parfait? Ah bah c'est toujours la même image que maintenant, hein. C'est les corps des magazines qui sont lisses, qui n'ont pas de plis, pas de creux, pas de bosse, et qui sont les images qui n'existent pas, quoi. Les images retouchées qu'on voit à la télé ou dans les magazines. Ok. Donc en fait, étudiante, tu sais pas trop où tu as envie d'aller. Tu vas faire des études par défaut dans les langues parce que il y a quelqu'un que tu aimes bien qui fait ça. Et puis tu commences à être soucieuse de ton image, à faire du sport pour galber ton corps et compenser là où tu te sens pas assez. Ok. Puis par la suite, tu vas aller faire une fac de sport parce que pourquoi pas, après tout. T'as quelques aptitudes là-dedans, pourquoi pas en faire un métier. Qu'est-ce qui se passe dans ces études-là alors pour toi? Est-ce que ça se passe bien déjà? Oui, ça se passe bien dans le sens où j'ai mon diplôme avec des bonnes notes. Si c'est ça, se passait bien dans les études, oui. Mais par contre, ces 2 années durent pour moi, psychologiquement, émotionnellement, je pense. Enfin, à l'époque, j'ai pas trop conscience de tout ça, des émotions, tout ça. Je vis les choses très fortement intérieurement, mais je comprends rien à ce qui se passe, quoi. Mais je me souviens que dans une de ces années, donc il y a eu 2 années, dans une de ces années, j'ai eu des grandes phases de stress. Aujourd'hui, je mets le mot stress, mais à l'époque, c'était juste de l'insomnie que je comprenais pas. Donc, je passais des nuits à ne pas dormir, mais pendant peut-être 2 mois, j'ai pas dormi. À avoir de l'eczéma sur les jambes, à me gratter les jambes au sang, tellement je suis stressée, quoi. Et je me mettais une pression de fou parce que c'était un milieu quand même assez compétitif où on est tous formés pour être des performeurs sur scène, en fait. Enfin, c'est ça un peu le truc, hein. Si tu prends le micro et t'amuses la galerie. Et en fait, c'était pas mon truc, quoi. Enfin, j'étais du coup hyper timide. Donc, premier cours qu'il faut donner devant toute ta classe, complètement excitée. C'était... je pense que c'est ça qui m'a sorti de ma grande timidité, du coup, mais c'était dur, quoi. C'était violent. J'ai dû me faire violence pas mal de fois. Après, par contre, je me suis redécouverte à ce moment-là une passion pour des sciences, que j'avais des matières que j'ai eues à la fac que j'avais jamais eues avant, en fait, la physiologie, l'anatomie, la neuro. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, si j'avais su, j'aurais peut-être fait un bac S, parce qu'en fait, j'aimais bien ça, les sciences, mais je détestais tellement la physique et les maths que, voilà. Mais j'ai découvert la passion pour le fonctionnement du corps humain à ce moment-là. Et ouais. Incroyable, cette machine. Ouais. Donc, du coup, si j'entends bien, il y a comme un truc de toujours pareil, tu es capable d'abattre une grande quantité de travail, de faire des choses dont tu n'as pas envie. Ouais. Sortir de toi pour monter sur scène alors que tu n'aimes pas ça. Mais par contre, ça génère des choses à l'intérieur de toi qui font que tu vas avoir des éruptions sur la peau, qui font que tu vas avoir des insomnies, des choses comme ça. Mais en fait, tu te rends pas compte parce que fais pas cas, quoi. Il faut y aller de toute façon, ferme les yeux, on serre les dents, on y va. C'est ça. Et du coup, tu finis coach. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe après, une fois diplômé pour toi? Alors déjà, pendant les études de coach sportif, là, j'ai fait une formation de massage. C'est une copine, ma grande copine de fac, qui me dit « Oh, j'ai bien envie de faire une petite formation de massage, tu viens avec moi ?» « Oh, allez, ok. » Et je me dis « Bon, oui, ça pourrait faire un petit complément si je donne des cours particuliers, tu vois, à des sportifs, ça pourrait faire le massage sportif, complément de ce que je vais proposer par la suite. » Et donc, je fais ça avec elle. Et puis, pendant les vacances scolaires d'été, entre nos 2 années d'école, là, on part toutes les 2 dans le sud de la France faire une saison, donner des massages, faire des massages sur une plage privée. Et j'y prends un peu goût. Je sais pas si vraiment j'y prends goût, mais en tout cas, j'y vois une opportunité de faire autre chose. Déjà là, j'avais conscience, je pense, que le fac de sport, que coach sportif, ça allait pas le faire longtemps. Je me suis dit, donner des cours de fitness 20 heures par semaine, au bout d'un moment, là j'ai 20 ans, mais quand j'en aurai 40, et puis bosser tout le temps, le soir, le week-end, quand les autres bossent pas, au bout d'un moment, ça va me saouler. Donc, ce serait bien que je trouve aussi autre chose. Et du coup, je sors de la fac de sport, j'exerce un peu comme coach sportif à droite à gauche, je donne un peu des cours pour financer des études de soins du corps et de massage. Et donc, je passe des diplômes, les diplômes d'esthétique, SAP esthétique, BTS esthétique. Après, j'ai fait 1 an de formation de soins du corps pour apprendre un peu les différents massages.
Et pendant ce temps, je bosse un peu comme coach sportif, mais vraiment, c'est pas mon truc, quoi. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est pas ton truc, coach sportif? Alors, il y a 2 aspects. Il y a un aspect très, comme je le disais tout à l'heure, compétitif des salles de sport. Bon, les profs entre eux, en tout cas à l'époque, ça a peut-être changé, hein, mais étaient assez ingrats, un peu. C'est moi qui ai les meilleures musiques, je te dirais pas c'est quoi ma musique. Et tu vois, il y a un peu ce truc de faire le show et d'être la star de la salle. Et donc ça, je suis pas fan de l'ambiance salle de sport. Recherche de performance dans les salles de sport. Et deuxième chose, c'est que je me fais chier, en fait. C'est que du coup, si je suis pas dans cet aspect-là à donner des cours collectifs, je suis plutôt sur un plateau muscu à faire des programmes pour les gens et je trouve ça trop chiant. Voilà. Ok, ouais. Il y a un truc qui est pas nourri, quoi, là-dedans. Ouais, non. Et du coup, quand tu fais le massage, tu te dis, là, ouais, c'est cool. C'est dur quand même, hein, de masser toute la journée. Ouais. Donc, je sais pas si je me dis, ouais, c'est cool. Mais ouais, il y a un côté, je l'avais aussi un peu en fac de sport, mais en coach sportif. Mais il y a un côté un peu gratifiant. Je pense que je massais bien. Et du coup, les gens me faisaient vraiment des retours de waouh, on m'avait jamais massé comme ça, c'était incroyable, ça m'a fait vraiment un bien fou. Enfin, et du coup, je me dis, ok, je me sens utile un peu plus. Et je sais pas, je pense que j'y vois surtout l'opportunité de gagner ma vie, parce que je sais pas trop comment j'allais gagner ma vie, quoi. Je restais toujours dans ce truc de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Ouais. C'est un truc dont on n'avait pas forcément parlé avant, mais j'aime bien entendre ça. Les gens te disent que tu masses bien. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu masses bien? Très bonne question. Ce qui fait, selon moi, que je masse bien, c'est que j'ai envie de bien masser. C'est que j'y mets vraiment de l'intention, tu vois. Je suis... Et pourtant, à l'époque, je suis pas trop cliente massage, parce que j'ai pas de thunes, en fait. Mais le peu de fois où je me fais masser, je me rends compte que ça peut être génial comme ça peut être vraiment nul. Et je crois qu'il y a c'est marrant, hein, quand j'ai fait mon année là de formation de massage de soins du corps, il y a une nana qui est intervenue c'était une représentante d'une marque de cosméto, hein, donc absolument rien à voir avec la choucroute, mais elle nous a fait une démo avec ses produits et à un moment donné, elle nous a dit, bah voilà, si vous voulez apprendre à dénouer les nœuds, vous faites comme ci. Et cette technique-là, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a illuminé. Je me suis dit, ouais, mais c'est génial. Donc j'ai essayé ça sur tous mes potes et tout le monde me disait, mais c'est incroyable. Et à partir de là, j'ai senti les corps, en fait. Tu vois, j'ai senti les endroits où ça a besoin, les endroits où c'est plus... Puis j'ai demandé aux gens, j'ai interrogé, est-ce que ça va un peu plus fort, un peu moins fort? Est-ce qu'il y a des zones que vous voulez qu'on évite, qu'on insiste? Voilà. Je te pose la question parce que ça a l'air de rien, mais je crois qu'il y a différents types d'intelligence, tu vois. Et je sens qu'il y a vraiment une intelligence du corps. Dire, tu pars dans les langues, c'est pas trop ouf, tu te dis que tu vas aller dans le sport parce qu'en fait, t'as un rapport au sport, t'as un rapport au corps qui fait qu'il y a comme de la facilité là-dedans. T'as pas besoin de forcer outre mesure pour être doué, quoi. Et je me dis que quand tu rentres dans un massage, tu rentres dans un lien dans le corps et il y a comme une facilité là-dedans. Ça va faire du sens par la suite, un peu plus, mais je m'attendais pas. Je m'attendais pas à le voir à cet endroit-là. Donc du coup, je trouve ça cool. Donc ok, coach de sport, de la compétition dans les salles, une ambiance où déjà tu te juges toi suffisamment. On n'a pas besoin d'avoir du jugement de l'extérieur. Nick. Du coup, tu commences à regarder d'autres options et puis il y a cette pote qui te propose d'aller faire des massages. Tu te dis ouais, pourquoi pas, et puis en plus tu as des retours qui sont plutôt agréables des gens que tu masses, donc du coup tu te dis vas-y, continuons. Du coup tu fais des études, tu deviens diplômé dans tout ce qui est esthétique, tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? Tu travailles dans quoi? Il y a beaucoup de virages dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? Donc je fais ma formation de soins du corps à Clermont-Ferrand. Après, je pars vivre dans le sud. Je bosse dans un hammam. Je fais des soins du corps dans un hammam. Voilà. Et puis ensuite, je fais une saison, 6 mois, dans un hôtel, dans le spa d'un hôtel d'une ville thermale. Donc, je masse de 8h du matin à 20h toute la journée. Ça va être un gros kiff. Ouais, franchement, c'était cool comme expérience parce qu'on était une bonne équipe et que c'était dur, en fait, physiquement. Masser des gens de 8h à 20h, c'est costaud quand même, tu vois. Ouais. Et puis tu vois défiler des gens toute la journée, enfin c'est hyper énergivore. Et en même temps, c'était sympa parce que j'avais une équipe sympa. Enfin, on était une équipe
Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense que tu crèves. Mais du coup, je me souviens de moments de pause où on rigole, où c'était une expérience sympa. Et c'était que 6 mois dans ma vie, donc ça va. Et puis surtout, en fait, j'étais tellement... il fallait que je gagne de l'argent, donc je prenais les boulots où on me prenait, quoi. Donc du coup, on m'a pris, j'y vais, quoi. Ouais, je vois. J'avais 45 minutes de route pour y aller, pour revenir. Bon, je rentrais à 22h, enfin, c'était n'importe quoi. Et après ça, j'ai une très bonne amie à moi. Moi, je suis née en Bourgogne, j'ai grandi là-bas. Et j'ai une de mes meilleures amies qui a un salon de coiffure depuis déjà longtemps, à cette époque-là. Et qui me dit, j'envisage de demander à une personne du village qui faisait des soins esthétiques de s'installer à côté de moi, parce que j'ai un peu de demande. Et là, je lui dis, mais attends, et moi là Sauf que moi, j'habitais plus là, en fait. Mais donc, je pense que jamais elle se serait dit... Et puis du coup, elle m'a dit, non, mais attends, si t'es motivée, à fond, viens, quoi. Et donc là, je suis remontée en Bourgogne et j'ai ouvert mon salon, quoi. Mon salon de soins esthétiques, massage, tout ça, pendant 4 ans. Trop cool. Ouais. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, là, je sens que c'est en train de me piquer. La vie amoureuse, c'est comment pour toi à ce moment-là? Alors, la vie amoureuse, à ce moment-là, je suis avec quelqu'un avec qui je suis déjà depuis... Alors attends, à ce moment-là, c'est quand ça? 2010, 2009, 2010. Donc ça fait déjà 6 ans que je suis avec quelqu'un, avec des hauts et des bas, des séparations et des retrouvailles, des séparations, des retrouvailles. C'est une histoire un peu compliquée. Et donc voilà, je suis partie dans le sud avec lui. C'était un peu la condition de « Ok, on se remet ensemble, mais on bouge de là, parce que ici, on n'y arrive pas, donc on va ailleurs, comme si ça allait tout résoudre. » Et donc, on est parti vivre dans le sud. C'était un peu j'ai envie de dire mon caprice, en tout cas, c'était mon envie. Il m'a suivi. Et puis, à ce moment-là, son boulot aussi, lui, dans le sud, c'était un peu bof-bof. Il avait l'opportunité de reprendre un boulot beaucoup plus sympa en Bourgogne. Et donc, on a choisi de remonter. Et moi, j'ai ouvert mon truc. Mmh. C'est marrant parce que je sens qu'il y a beaucoup de choix par défaut depuis le début. Il y a quasiment que des choix par défaut. Ah, c'est ça. Il y a pas ce truc de faire son choix. Il y a le truc de c'est quoi le moins pire. Ouais, c'est un peu ça. Il y a le truc de tiens, là, il y a une porte qui s'ouvre. Je vais aller voir. Il y a de la lumière. Bon. Puisque je sais pas où aller, je vais aller là. Ouais. Donc beaucoup de choix par défaut. Même dans la relation amoureuse, je sens qu'il n'y a pas un truc en mode je vis ce que je veux. Ouais, non, clairement, le tout début de cette relation, si, mais très vite, c'est devenu merdique. Et après, moi, je te dis ça là maintenant parce que c'est ce que je conscientise là maintenant, avec le recul. Sur le moment, j'ai pas du tout conscience de tout ça, mais je crois que j'étais terrifiée d'être seule et que du coup, je préférais être dans un truc un peu merdique, mais au moins, j'étais pas seule plutôt que d'être seule, quoi. Ouais. Au moins, lui, il m'aime un peu, quoi. Mon Dieu, comment ça me parle, ce genre de choses. Comment... J'ai envie d'entamer là-dessus. Donc, du coup, t'es prof de yoga? Non. Non, pas du tout. J'ai envie d'aller là, mais non, pas trop vite, Alexandre, pas trop vite. Donc, du coup, tu fais de l'esthétique, des choses comme ça. T'as un rythme plutôt gris, plutôt terne, il se passe pas grand-chose. Et un jour, t'es dans ton cabinet d'esthétique et il y a quelqu'un qui te dit « Marie, je crois qu'il y a un endroit où il faudrait que tu ailles. » Raconte-nous cette histoire. Je suis en train de faire un soin à Michel, une cliente, qui me dit, qui en fait fait partie du bureau de l'association du gym du village. Donc dans cette association, il y a des cours de gym, de stretching et de yoga. Depuis quelques mois, il y a une prof qui a débarqué, une prof de yoga qui a débarqué et qui a commencé à donner des cours là. Et donc Michel me dit « Marie, vous devriez venir essayer le yoga, c'est ce soir, c'est un mardi. Je vous vois bien faire du yoga. » Et donc là, je me dis, en fait, j'y avais déjà pensé, mais je savais pas du tout ce que c'était. C'est juste que j'avais vu qu'il y avait des cours de yoga. Je me suis dit, tiens, ça me ferait du bien d'aller m'étirer. Le gros cliché. Yoga, ça va m'apaiser d'aller m'étirer sur un tapis au sol, sans bouger. Et je me dis, donc il y a une case un peu qui s'allume,
qui se dit tiens, ça fait. Enfin, j'avais déjà pensé. Et il y a une autre case qui s'allume en mode attention, t'as pas de thunes, tu fais déjà de la danse et du piano, ça fait déjà 2 soirs par semaine si tu te rajoutes ça. Et donc, c'est cette case-là qui a pris dessus, qui a dit à Michel non, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, pas cette année, on verra l'année prochaine. Et Michel insiste, elle me dit mais venez ce soir, si vous, enfin c'est la première fois que vous venez, c'est un cours d'essai, c'est offert. Venez essayer. Et puis bon, là, je me dis, pourquoi pas. Voilà. Et donc, je vais au yoga ce soir-là. Ok. Donc, attends, j'ai envie de reposer le contexte. C'est comme, depuis que je suis gamine, j'ai pas appris à sentir ce que je suis, ce dont j'ai envie. Je fais des choix parce que je me dis vaguement cette personne m'inspire, puis je me retrouve quelque part. Je suis doué parce que j'ai la capacité à travailler, mais en fait, je me fais chier. C'est pas agréable. J'ai un rapport au corps qui fait que le sport c'est naturel pour moi. Donc du coup, je vais faire du sport. Je deviens coach sportif parce que c'est accessible. J'y prends pas beaucoup de plaisir, mais c'est accessible. Mais en fait, il y a des gens qui ont des regards qui sont jugeants. Mon regard sur moi-même est déjà assez jugeant comme ça. J'en ai marre de ce truc-là. J'ai envie de faire autre chose, je sais pas trop quoi, massage, ok. J'ai des retours qui sont plutôt positifs, je vais faire du massage, mais en fait, ma vie est terne. Ma vie est terne parce que même dans mon métier, j'ai pas trouvé ce que j'ai envie de faire, mais je fais les choix parce que j'ai peur et que je me dis avec ça, je prends moins de risques. Et même dans ma vie amoureuse, ça se ressent parce qu'au début, j'ai l'exaltation, je vais vivre des relations avec des gens, mais en fait, ça s'essouffle et je me rends même pas compte. Mais en fait, j'ai tellement peur de me retrouver seul. Voilà. J'ai tellement peur de perdre des choses que même quand une femme vient me dire, viens, essayer du yoga, j'ai peur de perdre de l'argent et des ressources que j'ai pas. ce qui te met en sécurité, c'est de te dire, bon, c'est offert. Bon, pourquoi pas? Marie, il se passe quoi dans ce cours de yoga? Je suis en train de me demander, parce qu'à l'époque, je sais même pas si j'y suis allée avec un tapis, quoi. Enfin, j'avais même pas de tapis, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je sais même pas, je sais plus. Mais il se passe quoi dans ce cours de yoga? Il se passe que j'y vais un peu confiante en me disant de toute façon je suis souple, je suis sportive, donc ça va être facile, quoi. Enfin, je vais être bonne. Tu vois, encore ce truc de je vais bien y arriver et du coup ça va bien se passer. Et en fait j'étais pas si bonne. Non, en fait j'en ai chié. J'en ai vraiment chié. Et en plus il durait 2 heures ce cours. Waouh. Je me souviens d'avoir les cuisses qui brûlent dans des postures, j'y comprenais absolument rien. J'aimais bien le côté ma prof cette prof que je découvre ce jour-là était très fun. C'est une Coréenne qui débarquait là et qui parlait pas un mot de français. Donc elle donnait les cours en anglais. Du coup, on comprenait pas tout parce que anglais avec accent coréen quand t'es à la tête à l'envers et qu'on te parle à moitié en sanskrit, c'était vraiment folklore. Mais du coup, c'est génial. Ça m'a tellement sorti de mon truc morose là. Je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc? Et surtout physiquement, c'était très intense. Je me souviens de me dire mais comment ce petit bout de nana là qui se déplace entre nous et qui saute jusque-là peut nous en faire chier autant? Pardon. Et du coup, fin du cours, Shavasana. Pour ceux qui connaissent pas, Shavasana, c'est la dernière posture de quasiment toutes les pratiques de yoga, tout yoga confondu. On a bougé, on a fait des postures, on a respiré, que ce soit intense ou pas, dynamique ou pas. On se pose à la fin dans cette espèce d'espace d'infusion, de digestion de ce qui s'est passé. Donc là, tu t'allonges et tu laisses faire, tu observes ce qui traverse. Et du coup, c'est là que je me dis... je pense que je le conscientise même pas à ce moment-là, mais c'est plus fort que moi. Je vais voir Michel à la fin du cours en lui disant Michel, je reviens la semaine prochaine, quoi. Et elle me dit non, c'est pas possible, là on est en plein milieu du trimestre, ça recommence. Enfin, vous pouvez vous inscrire au trimestre prochain, en janvier. Et j'ai dit non, mais en fait je reviens mardi prochain. Enfin, je m'en fous, je paye plus cher s'il faut. Là, j'avais les ressources d'un seul coup. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Waouh, ça c'est absolument dingue ce qui vient de ce que tu viens de dire. C'est comme en fait, je suis dans une vie morose où je fais les choses. C'est un peu comme j'ai une certaine quantité d'énergie à base d'argent, à base de temps que je vais diffuser à droite à gauche, mais c'est vraiment pato. C'est vraiment... Et puis là, en fait, tu vas vivre ce cours, tu te fais chahuter physiquement, t'es déposé, et puis t'as tes émotions qui remontent. Et en fait, il y a la couleur de la vie qui revient à l'intérieur de toi, et c'est tellement précieux ce que t'es en train de vivre. Alors qu'au début, tu disais non mais j'ai pas les moyens. Derrière, je m'en fous, je veux le faire. Je vais trouver les moyens.
Et tu vois, je vois une vie terne, et puis d'un seul coup, je vois comme une vie qui devient avec des taches de lumière qui donnent envie d'y aller, quoi. D'un seul coup, il y a eu la couleur à la télé, quoi. Et quelle transition! Et du coup, comment ça se passe, le yoga? Est-ce que tu peux y retourner? Il se passe quoi? Bah, du coup, à partir de là, je commence à y aller tous les mardis. Ouais. À y prendre vraiment goût. Donc, à l'époque, cette prof, elle donnait un cours dans le village où moi, je travaillais, je vivais. Et elle donnait un cours dans un village juste à côté, à 5-6 km. Et comme ça me suffisait plus, j'allais le mardi dans mon village, le jeudi dans le village à côté. Et puis, ça me suffisait toujours pas. Du coup, j'ai demandé à l'asso de mon village, est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un deuxième cours? Il y a tellement de monde dans le cours. Je pense que ça marcherait un deuxième créneau. Et ils ont ouvert un deuxième créneau. Donc, j'y allais 3 fois par semaine. Et puis, donc, ça a duré 1 mois, 2 mois, 6 mois, je sais pas combien de temps. J'ai traîné toutes mes copines. Venez, c'est un truc de fou. Venez. Et j'ai convaincu absolument tout le monde autour de moi que c'était absolument génial. Et ouais, j'ai commencé à pratiquer très régulièrement jusqu'à ce que je me sente suffisamment autonome à connaître quelques postures pour commencer aussi à le faire toute seule chez moi, tous les jours, en plus des cours que je prenais. C'était des assos, donc pendant les vacances scolaires, il n'y avait pas cours. Bah, du coup, je demandais à ma prof de venir chez moi en cours particulier pour me donner des cours parce que je ne pouvais plus m'arrêter, en fait. Pendant l'été, je disais, non, mais c'est pas possible, on va ne pas faire de yoga pendant 2 mois. Tu viens chez moi, je te paye. J'avais les moyens de soulever les montagnes pour trouver des moyens de faire du yoga, quoi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, je pense que la petite graine qui était plantée sur ce premier cours a pris de plus en plus d'espace. Et puis, j'ai commencé à prendre conscience de... Je sais pas, à me poser des questions. Que je me posais pas avant. Carrément. Avant qu'on aille dans ces questions, parce qu'elles vont être cruciales, il y a quand même un truc que j'ai envie de souligner. Je crois qu'on est tellement nombreux à croire qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas les moyens de faire certaines choses, parce qu'il y a une part de nous qui est tellement plus sécure dans ce truc qu'on connaît, et même s'il est inconfortable, que de se dire je vais aller goûter à quelque chose de nouveau et faire l'expérience que peut-être je peux trouver les moyens si ça me plaît, quoi. En tout cas, là, tu incarnes vachement le truc de ça t'a apporté quelque chose de fort, et en fait, tu t'es donné les moyens, quoi. Oui, c'est ça. Trop cool. Tu viens de dire que le yoga, ça apporte des touches de lumière dans ta vie, des touches de couleur, etc. Et tu dis que ça déteint un petit peu à l'extérieur, dans le sens où tu commences à te poser des questions sur un peu sur tout. Ouais. Qu'est-ce que tu remets en question? Sur quoi tu te poses des questions en ce moment? Je pense que je commence de plus en plus régulièrement à me dire, mais c'est ça la vie? C'est chiant. Je m'ennuie. J'ai toujours besoin d'une nouvelle formation, d'un nouveau voyage, d'un nouveau truc d'une perspective, tellement je m'ennuie dans mon quotidien. Et est-ce que ça va durer combien de temps, en fait? Parce que j'ai 25 ans, quoi. C'est parti pour combien d'années comme ça, quoi. Donc, c'est surtout ça. Et puis, je me rends compte que, de façon générale, mon couple, mes choix de vie, de façon générale, je me suis mariée à ce moment-là. Non, je me suis mariée avant de commencer le yoga. Je me suis mariée par défaut parce que j'ai posé dire non devant le regard des autres. Donc j'avais continué un peu de tous ces choix qui sont, je sais plus comment tu disais tout à l'heure, mais c'était bien dit, en fonction du regard de l'autre, par défaut. Et du coup, je commence à ce moment-là à me poser des questions. Alors moi, j'associe ça au yoga parce que c'est la période où j'ai commencé à pratiquer le yoga et où du coup à me rendre compte que il y avait un bordel à l'intérieur qui avait besoin de s'exprimer. Je sais pas si c'est le yoga, si c'est l'âge, si c'est l'évolution de la vie, mais en tout cas, ça correspond à cette période-là quand même. Et donc, des questions de qu'est-ce que je vais faire, quoi. Faut que je trouve quelque chose, parce que ça va pas être possible comme ça toute ma vie, quoi. Qu'est-ce que ça vient bousculer dans ta vie, ces remises en question, là? Tout. Ok. Tout. Je me rends compte que la personne avec laquelle je vis, l'endroit où je vis, le métier que je fais, mon quotidien, tous les jours, il n'y a rien qui va, quoi. Quelle décision tu prends? Je quitte tout. Ça prend du temps, hein, c'est pas on-off. Ouais. Ça prend des mois, même peut-être des années où je me tords un peu le cerveau, où j'en parle à mon ex en disant mais je pense qu'il y a un truc qui va pas, où lui me dit mais non, pas du tout, c'est toi, c'est dans ta tête. La vie c'est comme ça, la vie c'est pas que le voyage et les nouveaux projets, la vie c'est le quotidien, là, le train-train. Et je me dis non, moi je veux pas de ça en fait. Et en même temps il y a une part de moi qui pense que c'est ça la vie, c'est comme ça.
Et puis, c'est un peu ce que je vois tout autour de moi. Donc, je me dis, bah oui, en fait, c'est ça. C'est juste que moi, ça me convient pas, mais il va falloir que je fasse avec, quoi. Et j'ai pas du tout... je crois pas à autre chose, en fait. Je me dis pas, il y a autre chose pour moi. J'y crois pas. Et pourtant, quand même, au bout d'un moment... donc, il y a plusieurs facteurs différents, mais un jour, mon ex rentre en me disant, en fait, je crois que t'as raison, il y a un truc qui va pas. Et là, je sens vraiment un soulagement. Je me dis, je suis pas folle, quoi. Il y a vraiment un truc qui va pas. Et donc, à partir de là, on prend la décision de se séparer. Divorce. Décision de partir de la maison. On avait acheté une maison qu'on avait retapée. Enfin, je passe tous les détails de ma vie privée, mais je quitte la maison, je pars à peu près sans rien. J'avais envie à ce moment-là, j'étais en train de lire des bouquins de minimalisme. Je voulais me dépouiller de tout, le plus de légèreté possible. Je voulais pouvoir partir avec un sac à dos et rien d'autre. Donc, j'ai pris 3 affaires, mes fringues, mes trucs. Je suis partie sans rien. Ou presque rien, quoi. Je suis partie retourner chez mes parents quelques mois, le temps de retomber sur mes pattes, retrouver savoir ce que je fais. Donc, j'avais toujours ma boutique, mon entreprise. Je me dis au début, je vais garder mon entreprise, je vais garder ma vie, mais je vais prendre mon petit appart et puis je vais faire ma vie. Et puis je me rends très vite compte que non, ça va pas le faire du tout parce qu'en fait, on a les mêmes amis et puis qu'en fait, ma vie reste la même. Je me suis juste séparée de quelqu'un, mais tout le reste, ça reste pareil. Et qu'en fait, tout ça, ça me va pas non plus. Donc, je prends la décision de fermer la boutique. Ça prend 6 mois parce que j'ai des gens qui ont des cartes cadeaux valables 6 mois, parce que j'ai des obligations, entre guillemets, le temps de boucler tout ça. Et donc, fin d'année 2015, je ferme la boutique, je divorce et je me casse. J'ai ma sœur qui fait un an d'études en Erasmus en Argentine. Je pars en Argentine 2 mois, rejoindre ma sœur, janvier-février 2016. C'est les grandes vacances là-bas, puisque l'hémisphère sud, donc l'été là-bas, c'est en hiver chez nous. Donc janvier-février pour elle, c'est les vacances d'été. Donc toutes les deux, pendant 2 mois, on se fait un trip en Argentine. Et à mon retour, je m'installe dans le sud. Je trouve un petit boulot de mi-coach sportif, mi-soin du corps. Un peu mes 2 compétences, quoi. Et c'est reparti. Et là, je me dis, mais c'est chiant. Enfin, c'est chiant, je vais pas faire ça toute ma vie. Puis je gagne vraiment très mal ma vie. Tu vis à Aix-en-Provence, va falloir gagner un peu plus que 900 € par mois parce que sinon, ça va être chiant la vie. Et là, quand j'avais ma boutique de cosmétiques, de soins, je bossais avec une marque de cosmétiques et j'avais une commerciale qui venait me voir régulièrement, toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, pour me présenter les nouveautés, les produits. Est-ce que ça va, cette huile, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu veux cette nouvelle huile? Blablabla. Et on avait super sympathisé avec cette nana, on s'entendait bien, on discutait un peu de tout et de rien. Et c'est là qu'elle me contacte en me disant, écoute Marie, je sais que t'adores les produits, t'adores la marque, je te vois bien bosser pour nous et on cherche quelqu'un dans le sud pour faire la même chose que moi, mais dans le sud, quoi. Et là, je me dis, waouh, mais ça serait génial! Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse me proposer un truc pareil, parce que je suis pas du tout compétente là-dedans, je suis pas formée en commercial, je sais pas. Mais effectivement, le directeur France des ventes me contacte, voilà, m'a donné votre numéro. Donc je fais un entretien, 2e entretien. Pour moi, c'est vraiment le job qui tombe de nulle part et qui me fait trop cool, quoi. Je me dis, mais trop cool, je vais être sur les routes du sud de la France avec ma petite bagnole, aller présenter des produits que j'adore dans des endroits que je connais par cœur parce que j'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai été cette cliente. Donc je fais ça. Je prends ce boulot pendant 2 ans, c'est assez stimulant, c'est assez intéressant. Je commence à gagner ma vie, je commence à me dire, c'est possible, pour moi aussi c'est possible. Et je continue à ce moment-là ma pratique de yoga en sous-marin, quoi. Je vais prendre un cours à droite à gauche dans des studios, jusqu'au jour où je pense, ça fait 1 an et demi que je fais ce boulot-là. Je commence à me dire, je crois que j'ai déjà un peu fait le tour. Va peut-être falloir encore trouver autre chose. Et ma prof de yoga de l'époque me dit, écoute Marie, mais t'es tellement à fond, tu viens à tous les ateliers, tu fais des stages, tu fais des retraites, tu pratiques énormément. Pourquoi tu te formes pas au yoga, quoi? Et j'y avais déjà pensé. Je me suis dit, ouais, je vais partir 1 mois en Inde, je vais me former. Et en même temps, j'ai tout de suite eu la voix de, ouais, mais bon, t'aimais bien faire du sport, et puis en fait, être coach sportif, t'aimais pas ça, passer de l'autre côté, t'aimais pas ça. Donc c'est pas parce que t'aimes le faire pour toi que t'aimeras le transmettre, c'est 2 choses totalement différentes en fait.
Et du coup, je me suis dit non, en fait, je pense que j'aimerais pas. Et donc là, quand elle me dit ça, il y a une case qui s'allume et qui dit bah ouais, en fait, pourquoi pas. Et c'est elle vraiment qui me pousse, qui me dit ouais, regarde, tu vois, il y a cette formation-là, il y a ce mec-là, il y a ça, enfin vraiment, franchement, vas-y, ce serait trop bien. Et donc, un peu comme ça, je me souviens, à cette même période, je pars en retraite de yoga. Je rencontre des nanas à ce moment-là, dont une qui me dit ouais, j'ai envie de me former. J'ai regardé cette formation au mois d'août et j'avais regardé la même en fait. Et je dis oh tiens, c'est fou, moi aussi. Et donc, on s'enjaille quoi, toutes les deux en disant bah vas-y, on fait. Donc moi, il fallait quand même que je négocie un peu parce que j'étais salariée, que c'était une formation je crois que c'était 4 semaines. Donc, j'avais pas le choix sur mes congés. J'avais 3 semaines imposées là, 2 semaines là. Enfin, donc, je vais voir mon chef. Je donne rendez-vous à mon chef. J'étais commerciale, donc à ce moment-là, il passait un peu avec tous les commerciaux une fois ou deux dans l'année. Et à ce moment-là, il était avec moi, donc on était en rendez-vous au resto. Et je me souviens de lui dire, écoute, il s'appelait Laurent. Écoute, Laurent, voilà, il y a ce truc-là qui est hyper important pour moi. Et là, je dépose les armes. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça, que j'ai parlé dans les yeux à quelqu'un qui est mon supérieur hiérarchique. Et moi, je suis très dans ce truc de attention à la hiérarchie. Enfin, tu vois, j'avais beaucoup de mal à le tutoyer alors qu'il me demandait de le tutoyer. J'étais vraiment encore dans ce truc très scolaire de la petite fille qui veut surtout pas dépasser. Et là, je crois, j'avais les larmes aux yeux et je lui dis, écoute, je veux faire ça. En fait, je veux vraiment le faire. Et tous les étés, au mois d'août, on avait notre séminaire où on repartait pour la rentrée. Donc, séminaire, ça faisait partie du règlement de notre contrat de travail. Il faut être présent, sauf cas de force majeure, quoi. Et je lui dis, écoute, Laurent, je serai pas là au séminaire. En fait, je pars en formation et c'est tellement important pour moi que trouve-moi toutes les excuses, mais je serai pas là, quoi. Et lui me soutient. Me dit, écoute, pas de souci. On dit rien. Tu dis rien. Tu dis que tu peux pas pour des raisons personnelles et je te couvre. Là, je me dis, waouh, ok. Donc, en fait, quand tu baisses les armes et que tu es sincère, juste, les portes s'ouvrent, quoi. Tu dis, en fait, moi qui me faisais une montagne de ce truc de je vais pas être au séminaire, je vais être virée, tu vois, de mon boulot. Et là, lui, je crois qu'il est plus clairvoyant que moi à ce moment-là. Il me dit, mais par contre, Marie, tu fais ça, mais du coup, c'est quoi le projet ensuite? Enfin, tu veux en faire ton métier ou... Parce que je partais en formation pour être prof de yoga, quoi. Et en fait, j'avais même pas réfléchi à ça. Moi, je partais en formation parce que je vais être un mois dans un truc immergé où je vais faire que du yoga, c'est trop bien, tu vois. J'étais même pas dans le truc de je vais être prof, en fait. J'étais vraiment dans ce truc de waouh, ça va être une bulle d'un mois, quoi. C'est un truc de fou. Parce que mes bulles, elles ont duré 1 heure, en fait, jusque-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il me dit ça, j'ai un tilt dans ma tête et je me dis, mais attends, je vais partir 1 mois au mois d'août, je vais faire du yoga tous les jours. Et puis au mois de septembre, je vais reprendre ce rythme de taré, là, faire 70 heures par semaine pour vendre des produits cosmétiques. Jamais, quoi. Et en fait, à ce moment-là, mais vraiment, j'avais pas du tout prévu ce truc-là. Je lui dis, écoute, ouais, t'as raison, en fait. En fait, je démissionne. Donc ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je lui ai dit, en fait, ouais, en fait, j'arrête, quoi. Enfin, j'ai dit, mais par contre, il faut que tu me négocies une rupture conventionnelle parce que j'ai rien, moi, derrière. Enfin, j'avais conscience quand même que c'était de l'entrepreneuriat parce que j'avais déjà été entrepreneur et qu'il fallait se développer le temps d'eux. Et voilà, et donc j'ai négocié une rupture conventionnelle ce jour-là. Au début, il m'a dit oui, ça va être impossible. Bon, après, c'est une autre histoire, mais pour le coup, j'ai quitté mon job ce jour-là. C'était pas prévu du tout. Je suis partie en formation. Enfin, j'ai quitté mon job, j'ai fini mon contrat, quoi. On a négocié une rupture conventionnelle. 2-3 mois plus tard, j'ai fait mon mois de formation, et c'était parti. Je suis devenue prof de yoga. Il y a un gap qui est incroyable quand même entre cet enfant qui fait les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'on lui a dit il faut le faire, qui n'a pas le goût aux choses, qui n'a pas appris à avoir le goût aux choses et qui vit une vie grise, monotone, terne, qui est le fruit de choix faits par la peur, je vais manquer de quelque chose, donc pour ne pas trop manquer, je vais aller là-bas, mais qui est pas dans l'exaltation de la vie et tout ça. Puis à un moment donné, il y a cette lumière dans le yoga enfin, à travers le yoga, il y a de la lumière qui se met dans tes yeux, il y a de la vie, il y a des prises de risques qui voient le jour. Au final, tu te retrouves à voyager, tu te retrouves à avoir l'opportunité de reconstruire une vie, puis tu te rends compte que tu es en train de repartir dans ce truc monotone. Et du coup, tu te dis, attends, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? À ce moment-là, tu as une proposition à travailler en tant que commercial, c'était pas prévu, mais au final, tu te dis, pourquoi pas? Puis là, tu te dis, bon, j'aimerais bien faire un switch quand même. Il y a à nouveau le yoga qui était proposé, mais sous un autre angle. Plutôt que de le recevoir, pourquoi pas le transmettre? Tu t'attrapes tes ovaires, tu les poses sur la table et tu dis, bon, chef,
là, j'ai vraiment besoin d'aller faire un tour là-dedans. Et en fait, je te dis que c'est ce qui va se passer, mais en fait, j'ai envie de trouver ton concours là-dedans. Mais il y a pas, c'est positionné déjà à l'intérieur de toi. Je vois un décalage entre je fais le truc comme ça et le truc de, mais en fait, c'est là, tu vois, il y a de la vie, il y a de l'espace. Et du coup, le gars te couvre. Du coup, il te fait réaliser, mais tu vas peut-être te barrer, en fait. Ah bah ouais, peut-être que je vais me barrer. Incroyable. Ouais, exactement, c'est passé à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a toute une histoire autour de la rupture conventionnelle. Tu vas faire ta formation. Marie, il se passe quoi? Bah là, je crois que je suis dans le flow, hein, je réfléchis pas trop, mais il se passe juste la vie, quoi, en fait. La vie, enfin, quoi. Wow. Et du coup, ouais, je fais ma formation, mais j'y pas. Au début, je me souviens c'est marrant, j'en parlais hier. Le prof qui m'a formée, le premier prof qui m'a formée, parce qu'après j'ai fait plein d'autres formations, mais la toute première que j'ai faite, dans la promesse de formation, dans le speech qu'il y avait sur le site internet, il y avait je ferai de vous des profs confiants. Et là, je me suis dit, bah alors là, bon courage, mon coco, parce que pour faire de moi un prof confiant, en 3-4 semaines, ça va pas le faire, tu vois. Et en fait, si, quoi. Ça l'a fait. Je sais pas, je pense que c'est parce que c'était mon truc, tout simplement. Enfin, en fait, je suis arrivée dans cette formation, je me sentais nulle, je me sentais, enfin, comme je me suis toujours sentie dans tout ce que j'ai fait, quoi. Donc, il va falloir que je fasse mes preuves, il va falloir que je sois bonne, il va falloir que ci, que ça. Et je crois que dès le 2e jour, ou 3e jour, enfin les premiers jours, quoi, j'étais pas du tout prête à ça. Il nous a fait déjà enseigner, en fait, déjà passer de l'autre côté. Où moi, je m'étais dit, c'était vraiment le moment que je redoutais, j'avais peur de ça. Avant d'y aller, je me disais, non, mais je suis terrifiée de passer de l'autre côté. Je l'ai déjà fait en tant que coach sportif, j'ai pas aimé ça. Être, du coup, exposé au regard des autres, puisque du coup, c'est toi qui es face aux gens qui viennent suivre ton cours à toi, donc qui ont des attentes, entre guillemets, qui te regardent. Et le regard des autres, c'était encore un gros sujet. Donc, j'étais vraiment terrifiée de ça. Et finalement, dès le 2-3e jour, on a commencé à enseigner, mais du coup, c'était en one-one, donc on était que... j'ai enseigné à une fille qui, elle aussi, m'a enseigné pendant un quart d'heure, et ça s'est fait comme ça, crescendo. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai enseigné pendant un quart d'heure, je crois que c'est la première fois de ma vie, je ressentais ce truc de... c'est trop bien, quoi. Mais vraiment, j'ai tellement adoré ce moment. Puis en plus, derrière, elle m'a fait un retour. Elle m'a dit, non, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Et vraiment, mais là, j'étais trop fière. Je me suis dit, mais oui, mais je suis trop bonne là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais pour une fois, il n'y avait pas de sujet, quoi. Il n'y avait pas de non, mais c'est parce que je me justifiais pas. En fait, je n'étais pas en train de m'excuser que ça me plaisait. C'était waouh. Donc, la formation se fait, 3-4 semaines. Et je sors de formation et je me revois en train de penser à cette phrase, je ferai de vous des profs confiants. Et où je me suis dit, mais putain, il a réussi, quoi. Enfin, ouais, je suis là, j'ai qu'une envie, c'est de trouver des gens à qui donner des cours. J'avais pas peur, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc de, il me faut des élèves, là. Parce qu'il faut que j'enseigne, en fait. Faut y aller, quoi. Puis voilà. Cette sensation-là, elle me semble tellement cruciale. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs du développement personnel et du bien-être et ils ont acquis l'outil, mais ils l'ont pas beaucoup appliqué derrière et ils ont pas ce truc de je suis capable et ils ont pas encore ce truc de mais putain, j'ai trop envie de le faire en fait. Et je trouve ça formidable que tu aies eu l'opportunité de vivre ce type de formation qui te mettent en œuvre et qui te permettent de profiter de tes compétences comme ça et de te rendre compte ah putain ça marche et de te dire mais ça rapporte aux autres mais ça me fait du bien à moi aussi, tu vois, du coup j'ai envie d'y aller. Je trouve ça formidable. Marie, j'ai envie de parler d'atomes. Allons-y. T'es devenue prof de yoga et il y a un jour où atome, il s'est passé quoi? Il s'est passé le confinement, le Covid, merci. Alors moi je dis le Covid, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dire la Covid. Moi non plus, j'arrive pas. Ça reste comme ça sera le Covid. Ouais. Il s'est passé que j'étais prof de yoga de façon très tradie, enfin, c'est-à-dire tu vas dans un studio, tu donnes ton cours, tu t'en vas, tu vas dans un autre studio, tu donnes ton cours, tu t'en vas. Donc je donnais des cours comme ça, un peu de cours particuliers, un peu de cours en asso, un peu de cours en studio. J'étais toujours à Aix-en-Provence, je reviens sur Montpellier 2019. Je commence à refaire ma petite popote, quoi, à me relancer, un peu dans un studio, un peu ci, un peu là, je loue un créneau, je donne des cours particuliers. Ça commence à reprendre, en fait. Et puis, mars 2020, confinement, merci, au revoir. Donc là, je me dis, waouh, là, c'est chaud. Donc, j'avais encore, à cette époque-là, la chance d'avoir des droits au chômage, puisque finalement, j'ai eu ma rupture conventionnelle. Je me suis tout de suite lancée comme prof de yoga, donc en auto-entreprise.
Et du coup, ça ne faisait que reporter mon chômage, parce que j'ai quasiment... Finalement, j'en ai pas trop profité, parce que j'ai tout de suite travaillé et j'ai tout de suite gagné suffisamment pour que j'ai pas besoin du chômage. Incroyable. Donc, du coup, j'ai ce chômage qui me complétait un peu tous les mois, le manque, en fait. Si je gagnais, j'avais le droit, je crois, à 1600 € de chômage, je gagnais peut-être 1300 € dans mon activité de prof, et du coup, il me complétait 300 € pendant quelques mois, et ça a fait que reporter. Donc, mars 2020, du coup, j'ai toujours droit au chômage, donc là, je me dis, heureusement que j'ai ça, parce que sinon, en fait, je gagne plus rien. Vraiment, t'arrives là, j'ai plus de travail, quoi. Putain, c'est vrai, ça. Donc, j'avais droit au chômage, et du coup, là, je me suis dit, bon, du coup, maintenant, Inch'Allah, on verra ce qui va se passer. Je suis comme tout le monde, quoi. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'on va être déconfiné un jour? Donc, là, je suis chez moi, et j'ai des élèves qui me disent, ouais, tu veux pas nous donner des cours en ligne? Et je me dis, non, c'est pas mon truc. On m'avait déjà demandé, en fait, quand je suis partie d'Aix pour Montpellier, j'ai des élèves d'Aix qui m'avaient dit, on veut continuer à pratiquer avec toi, est-ce que tu veux nous donner des cours en ligne, quoi? Et c'était, à l'époque, ça n'existait quasiment pas. Les cours en ligne, c'était vraiment... Et moi, je me disais, non, mais c'est pas possible. Alors déjà, je ne sais pas faire. La technique, la caméra, le micro, machin, je suis nulle, c'est pas mon truc, j'aime pas. Et en plus, des cours en ligne. Non, mais c'est quoi ce délire là? Moi, j'ai appris à ajuster les gens à la main, à les voir, voilà, être dans le moindre détail de la correction de la posture. Donc, j'étais dans ce truc de ça peut pas être bien de donner un cours en ligne, ça peut être qualitatif. Je suis tellement encore sur ce truc de qualité. Et bon, ça, je le suis toujours, mais je suis tellement dans ce truc de recherche de qualité que je me dis ça peut pas, donc non, je refuse. Je ferme la porte totalement, je réfléchis même pas à me dire ça pourrait. Arrive le confinement. Mes élèves me demandent, tu veux pas nous donner des cours en ligne? Tout le monde se met à le faire petit à petit. Tous les profs de yoga, tous les coachs de fitness, tous les gens qui sont même pas profs de yoga se mettent à donner des cours de yoga sur Instagram pendant le confinement. Et au début, je dis non. Et au bout d'une semaine, normalement, ce jour-là, je devais donner un atelier à Montpellier, forcément qui a été annulé. Je me suis dit, fuck, il a déjà été annulé l'année dernière, cet atelier, le même, il y a 1 an, parce que j'étais malade. Je le fais, mais je le fais sur Instagram, quoi. En live, gratuit. Et puis, c'est parti, quoi. Les cours en ligne, du coup, là, je donne ce cours. Alors déjà, je me rends compte que j'adore ça. Alors là, vraiment, c'est la découverte. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que ça allait pas être mon truc. J'étais hyper stressée au début du cours. Je me souviens d'avoir dit aux gens, écoutez, là, j'ai le cœur qui bat, la chamade, je suis super stressée. C'est la première fois que je fais ça. C'est trop impressionnant. Il y avait énormément de monde de l'autre côté de l'écran, quoi. Je me disais, waouh, mais c'est un truc de fou. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 5 clampins, tu vois, mes élèves fidèles, tu vois. Mais non, j'avais 75-80 personnes qui suivaient le cours et je me dis, bien, c'est un truc de fou. Et donc, il y a eu le fait que non seulement j'ai aimé ça, mais en plus, j'ai reçu, je sais pas combien de messages. Vraiment, j'ai mis 24 heures à traiter tous les messages que j'ai reçus derrière. Parce que les gens me disaient, mais c'est un truc de fou, j'avais jamais osé faire du yoga parce que j'avais peur de franchir la porte d'un studio, d'être nulle, parce que géographiquement, c'est pas accessible. Donc, en fait, j'avais jamais pu tenter, parce que si, parce que ça, parce que les moyens financiers, parce que toutes les raisons du monde. Et du coup, là, je me dis, mais attends, mais en fait, oui, j'avais jamais capté que le yoga, c'est pas accessible, en fait. Ça coûte cher. C'est un peu élitiste, quoi. Dans plein de campagnes, il n'y en a pas, ou alors les cours sont très vite complets, les assos sont full, et du coup, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et là, je me suis dit, mais du coup, c'est le meilleur moyen de le diffuser, quoi. Donc, les gens m'ont demandé de continuer, j'ai continué, j'ai donné un cours par semaine au début, puis 2, puis 3, tellement c'était bien. Pendant le confinement, pendant les 2 mois du premier confinement, gratuitement. J'ai des élèves adorables qui ont constitué une cagnotte, qui se sont fait passer le mot entre eux et qui, à la fin, ont dit « Tiens, voilà, on a récolté ça pour toi. On veut continuer avec toi, même si on déconfine et que tu as besoin de gagner ta vie. On veut continuer. Donc, Et là, je me suis dit « On veut payer, quoi. On est prêt à payer. » Je me suis dit « Bon, feu. Je prends cette cagnotte, je crée un site internet et Atome. » Ça représente combien, cette cagnotte, si c'est OK de le dire? Alors, cette cagnotte représentait environ 2000 €, je crois. Ouais. Ça m'a coûté beaucoup plus cher de faire mon site, mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment all-in, quoi. Vas-y, je mets les cartes sur la table et on y va, j'aime ça, en fait. Ouais. Et j'ai le tapis rouge, j'ai déjà les clients, en fait. En fait, je m'arrête sur ce truc-là parce qu'on est bien d'accord que par rapport au tarif d'un site internet, surtout celui que tu as développé, ça coûte beaucoup plus cher. Mais meuf, 2000 €, quoi. Ouais. C'est ouf de se dire que tu as apporté tellement de valeur aux gens que derrière, ils se sont dit, on peut faire ça, tu vois. Et on peut faire ça,
c'est déjà énorme, quoi. Et ça donne une impulsion. Et j'ai vraiment ce sentiment que la vie appelle la vie. Tu vois, il y a un passage dans le roman de l'alchimiste qui me touche beaucoup, où tu as Santiago qui vient de rencontrer l'alchimiste et qui lui dit, vas-y, viens, on part dans le désert et débrouille-toi pour trouver la vie. Et en fait, lui, il se rend compte que il sait pas trouver la vie. Mais par contre, il fait confiance en le cheval. Il lâche les rênes et il le laisse partir. Et il se laisse porter par le cheval, il se laisse porter par la vie. Et puis, paf, il s'arrête à un endroit et il dit, je crois que la vie, elle est là. Et j'ai le sentiment que toute ta vie, en fait, t'étais comme incapable de lâcher les rênes du cheval, lâcher les rênes de la vie parce que la peur, parce que mais il faut que je fasse. Le yang. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient te casser ton yang parce qu'il te l'a éprouvé à mort là-dedans. Et puis d'un seul coup, elle te dépose et maintenant, il se passe quoi? Et là, la vie commence à rentrer, commence à infuser. Et du coup, tu apprends que tu peux lâcher les rênes. Ouais. Tu peux lâcher la sécurité. Et tu trouves la vie. Jusqu'à ce moment où dans ce cours yoga où tu lâches complètement en mode je vous donne parce que ça me fait du bien et ça vous fait du bien. Et puis là, tu as un retour de la vie en mode meuf, tu peux y aller maintenant. Tu crées Atome, tu crées le site. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Du coup, il se passe quelques mois quand même avant que ça sorte parce que c'est du travail. Donc, moi, j'y connaissais vraiment rien. J'avais même pas d'ordinateur à l'époque. Donc, c'est pour te dire, tu vois, j'avais pas d'ordinateur. Tu vis dans quel monde, toi? En fait, j'avais eu un ordinateur. J'ai été commerciale, je bossais sur mon ordi. J'étais bonne sur un ordi, tu vois. Enfin, comme tout le monde, j'avais utilisé Excel, Internet, voilà. Mais à ce moment-là, j'avais plus besoin d'ordinateur. Je me souviens que j'avais vendu mon ordi, j'avais juste une tablette et j'avais pas besoin d'un ordi en fait dans ma vie de prof de yoga, tu vois. Enfin, vraiment, j'avais plus d'ordinateur. Donc là, je me suis dit, meuf, il va falloir acheter un ordi, acheter un micro, acheter un pied de caméra. Parce que jusque-là, c'était mes cours en live sur Insta, c'était mon téléphone scotché à un pied de chaise. Allez là! Pas de micro et tout. Oui, j'ai commencé comme ça, quoi. J'adore ça. Genre, t'as pas de pied, tu fabriques un pied. J'étais scotché à un pied de chaise. Enfin, c'était, voilà. Donc ouais, je me suis dit, maintenant, il va falloir. Donc, je me suis entourée de pros qui m'ont conseillé pour créer mon site, qui ont fait mon site, qui ont fait la gestion de tout le projet, parce que ça a pris 4 mois quand même de monter Atome, ça m'a pris 4 mois de réflexion, d'écriture, d'organisation, de shooting, d'aller-retour avec les mecs qui font le site et moi qui valide ou pas, qui leur envoie des trucs, qui corrige, on vérifie que tout marche, puis c'est un site marchand, donc avec membership, donc tu t'abonnes à ça, tu as accès à ça, donc ils m'ont formée à ça, parce que du coup aujourd'hui je gère mon site toute seule. Ils sont toujours là pour faire la sécurité, les mises à jour, tout ce qui est... comment on appelle ça Mon logiciel de compta appelle ça entretien, mais on appelle ça, je sais plus comment. Bref, ils font la sécurité du site. Ouais. Et moi, je gère tout l'opérationnel, les mises en ligne des vidéos, le web design de mon site. Quand je change des pages ou des trucs, je fais tout toute seule. Donc, j'ai dû apprendre ça en partant de zéro, quoi. Donc là, j'ai réappris un autre métier, même plusieurs, parce que du coup, monter des vidéos, tourner des vidéos, choisir le micro, etc., etc. Et donc là, il se passe 4 mois pendant lesquels je dis à mes élèves, par contre, il me faut un peu de temps, donc je reviens dans 4 mois, mais me lâchez pas, quoi. Et du coup, je continue à donner des cours sur Insta, en live, trop cool. En leur disant, pendant ce temps-là, le temps que ça se développe, je continue et j'ouvre une cagnotte et vous mettez sur donation ce que vous voulez pendant les 3 mois de création du... Par quel moyen t'as fait ta cagnotte? Litchi. Trop à cool. l'époque, c'était Litchi, tu vois. Enfin, c'était un peu... je connaissais rien. Je connaissais que ça. Ils m'avaient fait, eux, la cagnotte là-dessus. Et je me suis dit, du coup, j'ai ouvert une cagnotte Litchi. J'ai mis un lien sur mon Insta en disant, vous pouvez participer à la hauteur de ce que vous pouvez. Et voilà. Et donc, j'ai bossé comme ça pendant 3 mois. Pendant que je créais le site. Et ça s'est lancé en septembre. Et puis à partir de là, des abonnements, c'est parti, quoi. Le noyau qui était là s'est abonné direct. J'avais eu 75 abonnements, je crois, direct, dès le premier jour. Et puis après, ça a évolué, quoi. Trop cool. Après, je suis partie dans... il va falloir communiquer maintenant. Puis il va falloir apprendre tout ça, quoi. Ça, après, on va plus rentrer dans l'aspect entrepreneurial. C'est pas la direction que j'ai envie de donner à ce podcast, même si moi ça me fascine et que je passerai des heures à discuter de ça avec toi. Néanmoins, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça apporte à tes clients de vivre yoga avec toi. Alors on sort d'Atome, on va juste dans l'enseignement de Marie. Qu'est-ce que ça apporte à mes clients de vivre le yoga avec moi?
Alors moi, en tout cas, je vais partir de moi, mon intention, et puis on verra où ça nous mène. Moi, mon intention, en tout cas, dans mon enseignement, elle est vraiment d'amener les gens à se lâcher la grappe, à débrancher. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où on valorise vachement la productivité, le fait d'être efficace, de faire, le yang, toujours plus, d'être en forme, d'être efficace, quoi. Et que beaucoup, et moi ça m'est arrivé aussi beaucoup, même dans notre pratique de yoga, en fait, on en est là, à vouloir performer, réussir la posture, se challenger. Et du coup, moi, j'amène vraiment mes élèves, même si je les challenge beaucoup, puisque j'enseigne un yoga qui est quand même assez dynamique, parce que pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. On peut se challenger, mais sans se mettre la pression et sans se culpabiliser si on n'y arrive pas, quoi. Donc, je les amène vraiment à ça, à essayer dans cet espace-là, juste se laisser vivre, en fait. Se dire, ok, c'est ma bulle, peut-être pour certains, de la semaine seulement. Bah, lâche-toi la grappe, quoi. Enfin, viens et respire et bouge et prends ce qui se passe et laisse circuler. Donc, j'essaie vraiment de les amener là, à ce truc de sortir de l'auto-exigence, de l'auto-pression qu'on se met. Et du coup, c'est j'ai commencé comme ça parce que c'est beaucoup le retour des élèves que j'ai. Alors, j'ai énormément de retours, il y a plein de choses, parce que le yoga, ça amène plein de bienfaits. Donc, il y a ceux qui se sentent mieux dans leur corps, plus souples, plus légers, plus fluides. Il y a ceux qui se sentent mieux dans leur tête, moins stressés, plus présents, plus concentrés, moins agacés, ou en tout cas plus en mesure de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur et du coup de le gérer différemment, tu vois. Enfin, C'était quoi la question ? Qu'est-ce que ça apporte à tes clients ? Qu'est-ce que ça apporte à mes clients ? Donc il y a ça, il y a vraiment l'aspect physique, l'aspect psychologique, et je dirais, au-delà, l'aspect vraiment, la vie c'est maintenant, quoi. Donc on arrête de se prendre le chou et on se pose et on respire et tout va bien, quoi. Merci. En fait, tu vois, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose et qui se sent l'énergie de le partager au monde. Et ton histoire, elle est édifiante parce que je pense qu'elle est le reflet de ce qu'on est dans notre société. On est des gens qui avons appris à avoir peur de manquer et qui faisons des choses pour surtout ne pas manquer et qui surtout ne faisons pas des choses pour surtout ne pas manquer. Mais par contre, on fait pas des choix animés par du désir. On a un yang qui est dans l'action, mais l'action pour surtout pas perdre, pas se sentir mal, etc. Et en fait, ça nous prive de ce truc de vivre. Exactement. Et il y a un endroit où, oui, ça se passe dans l'aspect professionnel, mais ça se passe aussi dans l'aspect personnel. On vit des relations avec des gens parce qu'on a peur de se sentir seul. On fait tout ce qu'on peut pour garder la personne. Et diantre que je suis le premier à faire ça. Et je m'en veux parce que je crée des relations qui me plaisent pas, alors qu'en fait, à la base, elles étaient bien, tu vois. Mais il y a des opportunités comme celles que tu as vécues de forcer tellement fort, mais que derrière, on te pose. Pour laisser infuser, comme tu disais, qu'est-ce qui se passe ? Et d'un seul coup, c'est la vie qui peut prendre de la place parce qu'en fait, notre action, elle est dépensée, il n'y a plus la place pour agir. Et là, il y a la vie qui s'installe, il y a des élans qui s'installent et d'un seul coup, ce qui n'était pas possible devient possible. Tu l'as incarné à travers ta vie, tu l'offres aujourd'hui à tes clients et ça peut prendre des dimensions qui vont être dans la vie personnelle, qui vont être dans la vie professionnelle, qui vont être dans juste retrouver goût. Et je trouve ça remarquable. J'ai envie de te remercier pour ça. Je t'en prie. Avec grand plaisir. Je crois que notre monde a besoin de plus en plus de professionnels qui amènent ça. Il y a un mec qui s'appelle Idriss Aberkan qui dit qu'on est dans une société qui développe des technologies, mais que par contre on a oublié de développer la sagesse. Et je suis convaincu que les professions du développement personnel et du bien-être, les acteurs tels que toi, nous sommes les créateurs de cette sagesse. Et la sagesse, elle passe dans le truc de arrête de faire et écoute. Oui. Ça va être écoute-toi. Une fois que tu as appris à t'écouter, comment tu écoutes les autres. Et pour moi, ça, c'est la base de la sagesse. Et c'est ce que tu amènes. Ouais, c'est clair. Par contre, il y a une direction que j'ai envie de donner sur la fin de ce podcast. Tu as envie de t'adresser à des professionnels maintenant ? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as remarqué ? Qu'est-ce qui t'a été demandé ? Ce qui m'a été demandé, c'est assez simple. C'est qu'on m'a demandé plusieurs fois, et toi, tu veux pas du coup former des profs ? Ça m'intéresse. Moi aussi, j'ai envie de me former au yoga. C'est quand que tu lances ta formation ? Donc ça m'a mis un petit peu, ça a planté une petite graine qui a mis des années à grandir encore une fois, jusqu'au jour où je me suis dit, je pense que maintenant j'ai quelque chose à apporter moi aussi aux professionnels de mon secteur, enfin aux profs de yoga concrètement. Parce que j'ai fait un chemin moi aussi en tant que prof de yoga. Ça fait 6 ans que j'enseigne le yoga, mais bon, ça fait 20 ans que je suis formée à l'enseignement quand même, et que du coup, ma fac de sport, même si j'ai pas aimé ça,
m'a énormément apporté dans mon enseignement du yoga. Tout ce que j'ai appris en anatomie, en pédagogie, en transmission, que je trouve j'ai beaucoup moins appris dans les formations de yoga. Et je trouve que ça manque. C'est-à-dire que c'est loin d'être toutes les formations. Il y a aussi des formations très complètes et très, très bien. Mais dans beaucoup, beaucoup de formations, il y a l'aspect physique. On pratique. On va être des performeurs du yoga. Mais l'aspect transmission est un peu limite. Et en fait, quand tu es prof, tu dois être un bon transmetteur avant d'être un bon performeur, quoi, en fait. Même si, bien évidemment, que ça nécessite de pratiquer, de comprendre dans ton corps, d'être pratiquant. On reste élève toute notre vie, mais c'est vraiment deux choses différentes. Et je trouve que l'aspect transmission aujourd'hui manque un peu manque, en fait, tout court. Ouais. Il y a beaucoup de cours dans lesquels le prof il fait la démo, en fait, il fait sa pratique et on suit, tu vois. Et c'est pas ça pour moi être un enseignant. Ouais. Tu vois, t'incarnes quelque chose à travers ce que tu es en train de dire. Je vais essayer de le formuler, c'est délicat. C'est comme dans ta vie, tu as fait l'expérience de la présence au-delà du faire. On est dans une société qui est faite de faire. Et c'est important parce que derrière le faire, il y a toute une capacité, enfin je veux dire, étudiante, tu as tellement été éduquée à faire que tu as été capable de performer dans des endroits où tu n'avais pas spécialement envie. C'est chiant parce que du coup tu t'es perdu là-dedans, mais par contre, parce que tu as appris à faire des choses malgré toi, à travers la discipline, parce que ça a un sens, il y a certaines choses que tu as faites dans ton activité professionnelle, tu n'avais pas très envie, mais tu les as faites quand même, tu vois. Et ça a amené une activité professionnelle qui a pu voir le jour parce que tu étais capable de franchir cette zone de douleur, tu vois. Et je crois que notre société a trop franchi la zone de douleur et a oublié à venir contacter le sensible. Et à travers la pratique du yoga, c'est comme, viens, on remet du sensible. Et je crois qu'il ne faut pas contrarier notre société en lui disant c'est pas bien. Au contraire, c'est très important, mais comment est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à ça? Et je crois que des profs de yoga, et tu l'incarnes, qui sont dans le faire, mais qui apprennent à travers le faire à trouver la sensibilité, trouver l'écoute, on a besoin de ça, quoi. On a vraiment besoin de ça. Ouais, je crois qu'on a besoin de ça. Mais moi aussi, même dans ma pratique de yoga, je suis allée là-dedans. Je suis allée dans ce truc de... Mais en fait, je peux pas être une bonne prof si je réussis pas cette posture, et telle posture, et telle posture. Et donc, il faut que je pratique tous les jours, et tant d'heures, et tant de... Et jusqu'au jour, je me suis dit, mais en fait, j'en ai rien à foutre de faire cette posture. Ça va m'amener quoi dans ma vie de mettre mes pieds sur ma tête? Enfin, en fait, j'ai pas besoin de ça, de réussir ça dans mon corps à moi pour pouvoir transmettre aux gens. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui viennent prendre des cours de yoga, ils veulent pas mettre leurs pieds sur la tête, ils en ont rien à foutre aussi, ils sont juste là pour respirer, en fait, pour avoir un espace de je me pose là et voilà. Et il y en a qui veulent transpirer, il y en a qui veulent, et moi je les fais transpirer pas mal, mais par contre, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je m'en fous de réussir cette posture, on lâche ça aussi, quoi. Mais même dans le yoga, je suis allée là-dedans quand même. Tu vois. Trop cool. Marie, on touche à la fin de ce podcast. Il y a des messages forts qui sont passés. Je suis content, j'ai la sensation de les avoir formulés. Le but du podcast de Roots, c'est de créer du lien entre la personne qui vit quelque chose, qui chercherait une solution, et le professionnel le plus adapté. J'ai la sensation que parmi nos auditeurs aujourd'hui, il y en aura quelques-uns qui se diront « C'est qui Marie ?» Où est-ce qu'ils peuvent te trouver maintenant? Alors, ils peuvent me trouver sur Atome, en ligne, sur mon site, mariefayardyoga.com. Donc, c'est la plateforme dédiée au yoga que j'ai créée. Ils peuvent me trouver en retraite. Quelquefois, par an, j'organise des stages 3-4 jours pour venir se lâcher la grappe, bien manger, se mettre les pieds sous la table, bouger, rigoler. Donc voilà, j'organise des retraites quelquefois chaque année et qu'on trouve aussi sur mon site internet. Et puis peut-être, il n'y a rien de sûr encore, mais peut-être à partir de septembre, je vais reprendre un créneau de cours sur Montpellier. Trop bien. Donc ça sera à suivre dans mes actus parce que pour l'instant, je ne peux pas donner plus d'infos. Je ne sais pas si ça se fera ou pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de reprendre un peu plus remettre un peu plus dans mon quotidien qui, du coup, est quand même très digital. Je suis beaucoup sur mon ordi, je bosse beaucoup seule de chez moi, à part les retraites, mais donc c'est vraiment du ponctuel. J'ai envie de remettre un peu de chair dans mon quotidien, de gens en face de moi. Et de développer un peu mon activité en local. Trop cool. Auditeurs, auditrices, les infos sont dans la bio. Marie, est-ce que tu as un mot de la fin que tu aurais envie de donner? Merci. Avec joie. Voilà. Trop cool. Auditeurs, auditrices,
Abonne-toi, passe le message autour de toi, un peu à un indien dans la ville. Marie, je te dis à bientôt. Ouais, merci Alex. Du kiff à tout le monde. À plus. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de te partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.